Enfin à la circulation, ce tronçon Bambeto-Kipé, incontournable à Conakry, va sans doute alléger les embouteillages monstres dans cette zone. Ce citoyen, lui, pratique le pont pour la toute première fois depuis son ouverture. La joie de Mamadou Mansaré est donc perceptible. Bon, donc nous sommes vraiment contents de la réalisation de ce tunnel. Tout le monde est content. Si dans le pays, nous avons beaucoup de travaux, d'infrastructures de ce genre, ce sera vraiment bien. Regardez autour de moi, les gens sont heureux de pratiquer ce chemin. Ce n'est pas fini, il y a des chantiers à finaliser. Avant, les gens souffraient vraiment dans les embouteillages, principalement ici. On pouvait passer 2 ou 3 heures. Mais maintenant, c'est fini. Le président Doumbouya doit accélérer et finaliser les autres chantiers. Pareil pour ces Guinéens impliqués de manière directe ou indirecte dans la réalisation de cette infrastructure. Là aussi, le début d'aboutissement de ce projet fait des heureux. Non, c'est une agréable chose que tout le monde est en train d'apprécier. Le fait qu'on a ouvert l'aéroport Kipé, la population est vraiment contente de cela. Parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Vous savez, généralement, l'embouteillage qui est dans cette zone. Donc, les chefs nous ont dit de faire ce travail pour libérer. L'aéroport Kipé s'est libéré maintenant pour éviter assez d'embouteillages. Même avec tout ça là, il y a des anomalies, mais quand même on est en train de corriger. Néanmoins, des craintes subsistent. Comment amener ces Guinéens souvent imprévisibles à respecter les normes et interdits qui régissent la circulation sur ce pont? Si tu suis réellement ton droit, tu n'as pas de problème. Mais si tu dis que tu vas déborder pour aller de l'autre côté, là tu vas créer des problèmes. Parce que l'autre descend, l'autre monte. Il faut éviter d'échange. Suis ton sommet sans passer chez l'autre. Quand tu passes chez l'autre, sache que là tu vas créer des problèmes. Les gros porteurs ne doivent pas rentrer là-dedans. Les gros porteurs ne doivent pas, à partir de 2 mètres et de 0,9 ne doivent pas pénétrer là-dedans. Parce que ça ne passe pas. Même les piétons, dans les conditions normales, ne doivent pas accéder là-dedans. Ils ne doivent pas descendre là-dedans. C'est fait pour les motos, pour les petites voitures. Les 4x4 peuvent aller, mais les gros porteurs ne doivent pas, et il ne faut même pas essayer. Il faut éviter de descendre là-dedans. Les piétons doivent éviter de descendre là parce que c'est risquant. Ça va créer des accidents. En attendant, il faut donc déjà travailler à finaliser le tronçon Bambeto-Koza qui surplombe le tunnel. Là aussi, les citoyens espèrent voir rapidement cette partie achevée pour ainsi l'ouvrir à la circulation. La justice sierra-léonaise a eu la main lourde contre 11 personnes reconnues coupables de trahison, notamment dans le cadre de ce que les autorités ont qualifié de tentative de coup d'État en novembre 2023 contre le régime de Freetown. Le meneur de l'insurrection, Amadou Koïta Makalo, a été condamné à 182 ans de prison pour trahison. Il a aussi été reconnu coupable de meurtre et coup de feu avec intention de tuer. Cet ancien garde du corps de l'ex-président Ernest Bai Koroma était connu pour ses critiques contre l'actuel président sierra-léonais Julius Maada Bio. Les 10 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 30 à 112 ans. Inculpé en janvier dans le cadre de cette affaire, l'ancien président Bai Koroma s'était vu accorder un congé de maladie. La famille de Joseph Figueira Martin clame toujours l'innocence du travailleur humanitaire belgo-portugais détenu en République centrafricaine. L'ancien collaborateur d'International Crisis Group a été arrêté en fin mai pour avoir été en contact avec des groupes armés en vue de fomenter un coup d'État contre les autorités de Bangui. Mardi, la famille de Joseph Figueira Martin a demandé sa libération alors même que le gouvernement centrafricain déclare avoir des preuves de ces accusations. Le frère du travailleur humanitaire avait déclaré à Associated Press que l'homme de 41 ans avait été en contact avec les rebelles que pour garantir sa sécurité et rester en vie, alors qu'il travaillait dans les régions dangereuses de la République centrafricaine. Dans
Dans la capitale du Kenya, des manifestants se sont opposés à un groupe pro-gouvernemental, conduisant à des violences alors que les forces de l'ordre ripostaient avec des gaz lacrymogènes. La police reste les bras croisés et laisse ses hommes de main perturber nos manifestations et semer le chaos. Pourtant, lorsque nous manifestons en paix, nous sommes battus et tués. Pourquoi la police ne lance-t-elle pas de grenades lacrymogènes sur ces voyous? Si c'était nous, ils nous auraient gazés. Les manifestations contre le projet de loi de finances et de nouvelles taxes sont entrées dans leur 5e semaine. Les Kenyans appellent désormais à la démission du président Ruto. Tout ce qui se passe aujourd'hui continuera à se passer parce que nous sommes restés silencieux. Quelqu'un a dit que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais qu'il sera détruit par les bonnes personnes qui observent et ne font rien. Au moins 50 personnes sont mortes et 413 autres ont été blessées depuis le début des manifestations le 18 juin. Des militants et des groupes de la société civile accusent la police de violence à l'égard des manifestants. La police ougandaise a arrêté des dizaines de personnes qui tentaient de manifester contre la corruption dans leur pays. Les manifestants entendaient marcher en direction du Parlement dont la présidente est accusée de corruption. La mobilisation a tourné court, la police veillant au grain dans plusieurs quartiers de la capitale. Le déploiement a vraiment affecté la participation des manifestants parce que dans le passé, ces manifestations pacifiques ont tourné à la violence à cause de la présence de la police. Nous nous attendions donc tous à ce que la plupart des gens ne viennent pas à cause de la peur et de l'intimidation qui est toujours évidente dans les rues et du fait aussi que plusieurs rues ont été bloquées. Des obstacles ayant entravé la marche vers le Parlement. L'initiative a été inspirée par le vent de la contestation qui souffle au Kenya, les deux pays ayant en commun plusieurs mots. Nous nous inspirons d'autres pays comme le Kenya qui a récemment organisé des manifestations qui se poursuivent contre des problèmes similaires aux nôtres. La liberté n'est pas un événement, elle ne s'acquiert pas en un jour, alors nous continuons à nous battre et à faire ce que nous pouvons, bien sûr, dans les limites de nos obligations légales. Le président ougandais Yoweri Museveni a qualifié les manifestations de rue d'intolérables et a averti leurs organisateurs dans une allocution télévisée qu'ils jouaient avec le feu. La recherche de survivants s'est poursuivie au lendemain du glissement de terrain qui a fait au moins 229 morts dans le sud de l'Éthiopie. Le bilan s'est considérablement alourdi par rapport au chiffre initial de 55 morts et il inclut de nombreuses personnes qui avaient tenté de secourir les survivants, selon les autorités locales qui ajoutent que de nombreux sauveteurs sont toujours portés disparus. De fortes pluies ont déclenché la catastrophe dans le district isolé de Kesho-Sacha-Gozdi lundi en Éthiopie. Et depuis, c'est une véritable course contre la montre pour retrouver des survivants. Les autorités locales indiquent que des enfants et des femmes enceintes figurent parmi les victimes et qu'au moins 5 personnes avaient été sorties vivantes de la boue. Les recherches se poursuivent dans la région. Selon Kassaoun Abaine, chef du bureau de communication de la zone de Gofa, zone administrative où se sont produites les coulées de boue. Les glissements de terrain sont fréquents pendant la saison des pluies en Éthiopie, une saison qui a débuté en juillet et qui devrait durer jusqu'à la mi-septembre. La montée de l'acidité des sols en Afrique menace la production agricole. Les agriculteurs confrontés à des rendements en déclin comme Benson Wanjala au Kenya se tournent vers des experts pour trouver des solutions durables. On m'a conseillé d'épandre du fumier, mais je n'élevais pas de vaches à l'époque. Comme je me demandais pourquoi le rendement avait diminué, j'ai alors décidé de déménager à Nairobi et de commencer à cultiver des légumes. Mon rendement en légumes a également commencé à diminuer et je soupçonne que cela est dû à l'augmentation de la quantité de produits chimiques dans le sol.
Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ces engrais, car je dois gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de mes enfants. Cette lutte pour maintenir les rendements malgré une terre de moins en moins fertile est un défi auquel sont confrontés de nombreux agriculteurs. Si leur réponse a souvent été de recourir à des engrais chimiques pour compenser, cette pratique contribue en réalité à la dégradation des sols. Priscilla Wakarira, directrice générale de REA, une entreprise spécialisée dans la gestion des sols, explique l'ampleur de ce phénomène. Les agriculteurs utilisent des engrais chimiques depuis peut-être 2 générations, sans disposer de données nécessaires pour les utiliser correctement. Et les entreprises qui vendent ces engrais ont pour seul objectif d'en vendre le plus possible. Les conséquences de cette surutilisation sont graves. Elisabeth Atieno Opolo, responsable de la campagne alimentaire chez Greenpeace Afrique, met en lumière l'état critique des sols. Si ces micro-organismes sont tués, cela revient à dire qu'un être humain est dépourvu de système immunitaire. C'est comme un corps sans vie. C'est donc à cela que ressemblent nos sols à l'heure actuelle. Ils n'ont pas de structure, n'ont pas assez de micro-organismes pour aider au cycle de nutriments. Donc nous avons des sols, mais notre production continue à baisser. Face à ces défis, des experts recommandent de revenir à des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement afin d'assurer une production alimentaire stable à long terme.